Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va regarder nos racines, on va explorer un petit peu cet océan Indien qui est le nôtre. Et on va voir que, quel que soit l'endroit d'où on vient, il y a une chose, c'est qu'on est bien là où on est, c'est dans le cosmo réunionnais. Bonsoir Koulsoum Lelibou. Bonsoir Gismi. Et bonsoir. Agnès Antoire. Bonsoir. Alors, Agnès Antoire. J'aimerais bien qu'elle le dise elle-même. Agnès. Agnès Antoire. Voilà. Merci. Je voulais entendre l'accent. Comment ça se prononce? C'est vrai, c'est important de savoir comment se prononcent le nom des gens. La question, c'est comment, quand on parle de ce genre de travail que vous menez, alors on va rappeler d'abord quel est le travail que vous faites. Oui. Je vous écoute. Alors, personnellement, depuis le début de la création de Cagnard, en 2012, je faisais partie du comité de rédaction, de lecture, donc je sélectionnais les textes, je corrigeais les textes, je présentais les textes sur le site, vous voyez, parce que j'étais professeur de lettres, et donc j'ai participé à beaucoup de revues. Et donc, je faisais ce travail-là. Et comme il se trouve que le fondateur de Cagnard, André Pangrani, qui est portraituré ici sur le numéro 6, il est mort en 2016 et donc on a pris la suite, les amis ont pris la suite et moi j'ai pris la suite et je suis donc je m'occupe de Cagnard à la Réunion et je suis directrice de publication maintenant. D'accord, on va éviter tout polémique autour de ce mot. Je connais un confrère qui a quand même eu pas mal d'embêtements. Alors Cagnard, la définition, ça sera? Alors Cagnard, au départ, c'est le mauvais garçon. Alors c'est vrai que longtemps ça a été péjoratif ici, ouais. Mais pour nous, Cagnard, c'était celui qui prend des voies un peu détournées, le rebelle, celui qui n'accepte pas d'aller forcément dans le droit chemin, et donc qui est un peu déviant. Voilà, qui est un peu déviant. Donc c'était pour dire ce caractère nouveau, moderne, une sorte de liberté de ton, vous voyez. Et puis comme Cagnard a été fondé par André Pangrani, qui à cette époque-là était en métropole, eh bien, il y avait un double sens. La polysémie, c'est-à-dire que le mot Cagnard en métropole, c'est le soleil. Donc, vous voyez, c'est jouer sur les deux mots, voilà. Mais avec beaucoup d'affection pour les Cagnards. Voilà, oui, parce que c'est plus dans ce sens-là où on reconnaissait quand même quelqu'un qui n'acceptait pas un modèle conformiste, voilà, conventionnel. Exactement. C'était quelqu'un qui avait cette façon de se rebeller contre une forme de société, une forme d'entente plus ou moins voulue. Et c'est vrai que lorsqu'il y a eu, à La Réunion, on dit quelqu'un que c'est un cagnard, exactement. C'est pas positif pour lui, hein. Ça a un autre sens. Donc, n'allez pas traiter votre voisin ou votre famille, quelqu'un de famille, de cagnard, parce que à La Réunion, le sens n'est pas le même. Non, et ça, c'est quelque chose que on doit vraiment prendre des précautions et surtout éviter de mettre en place toutes sortes de polémiques qui après finalement n'amènent à rien. Et c'est pour ça que à chaque fois je prends toujours des pincettes, je prends toujours les précautions pour que dire voilà, nous ici Cagnard, ça veut dire juste un rebelle. Oui, exactement. Voilà, un peu sortir des sentiers battus, voilà. Vous voyez. Et j'ajouterais aussi que le mot lui-même est beau parce que c'est, vous voyez, un mot choc, un mot court qu'on retient bien. Et il faut et qui marque. Voilà, il faut qu'un titre comme ça accroche. Et le hasard veut que ça commence par un K, et c'est vrai que ça fait créole. Cagnard, ça fait créole. Oui. Voilà, on retient le K. On retient le K. Voilà, et c'est un peu, dans l'écriture 77, on disait justement l'écriture KWZ, donc ce K, vous voyez, vous avez raison, c'est ça aussi, c'est cet ensemble de convergence de sens qui a séduit André Pangrani, puisque c'est lui qui a trouvé le titre. Le titre. Alors, Cagnard, c'est un recueil de nouvelles. Donc, vous réunissez. Ah ben là, alors le mot. Vous avez réuni beaucoup d'auteurs
voilà, qui sont en titre sur tous les cagnards. On a l'ensemble des auteurs en haut qui ont rédigé. Alors, comment on fait pour réunir autant d'auteurs avec certains des divergences dans le même... qui n'ont pas le même style d'écriture, je veux dire, dans le même... dans un même recueil. Voilà, c'est ça qui caractérise Cagnard, justement. C'est la diversité des tons, la diversité des styles, la diversité des sujets, mais quand même avec un esprit commun qu'on appelle un peu l'esprit, on appelle l'esprit Cagnard, c'est-à-dire cette liberté de ton humoristique. Il y a souvent beaucoup d'humour. Et ce sont des gens différents, mais ça fait une sorte de groupe, vous voyez. L'éclectisme, à ce niveau-là, c'est pour montrer que on n'est pas sur un modèle, mais on est dans une diversité. Voilà, c'est ça. Une diversité de styles, mais quand même, notre ligne directrice, même il n'y a jamais de thème imposé, notre ligne directrice, c'est quand même une écriture qui se veut assez moderne, pas passéiste, vous voyez, qui ne soit pas, dont les thèmes ne soient pas forcément historiques ou passéistes, mais voilà, un ton un petit peu moderne et lorsqu'on parle de rebelle pour Cagnard, je vais juste montrer on va dire une dualité, parce que c'est le mot le plus simple, et peut-être un peu plus posé. La diversité et la réunion. Donc, réunir autant de diversité. Exactement. Ça, c'est joli. C'est très, très vrai ce que vous dites là. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que au départ, il y avait des amis d'André Pangrani, de Métropole, et des amis d'ici qui venaient de la bande dessinée, puisqu'André Pangrani venait de la bande dessinée, de la bande du Margouillat, voilà. Et donc, ces gens se sont réunis parce qu'ils étaient amis au départ, mais après se sont ajoutés de plus en plus de gens, et vous savez, maintenant, on reçoit de plus en plus de nouvelles de gens qui sont très contents et qui ont de participer à Cagnard et qui ont très très envie. Là, vraiment, pour le numéro 8 qui va sortir après, on a beaucoup de propositions. Et je reviens à ce que j'avais commencé à dire, c'est que dans Cagnard, finalement, on nous mettrait La Réunion à la place. Ça serait ça, parce que c'est toute la diversité pas seulement de la Réunion, mais de l'océan Indien, de tout cet océan Indien, dans cet ouvrage, parce que on essaye vraiment d'avoir, vous en tout cas, vous essayez d'avoir tout ce monde autour, que ce soit les îles, que ce soit une partie de l'Afrique, mais au moins, et de l'Asie d'ailleurs, et au moins d'exister. Et quand on parle de la Réunion, et c'est ça qui me surprend toujours, que ce nom soit tombé aussi juste. Ah oui. Quand ça tombe aussi juste, surtout quand on regarde la diversité de sa population. Et vous remarquerez que le sous-titre de Cagnard, c'est des nouvelles de la Réunion et du monde entier qui l'entoure. C'est-à-dire que on a considéré que la Réunion c'était le centre du monde. C'est d'ailleurs le nom d'une édition de Cris du Margouillat. Et donc en somme, la Réunion est le centre du monde. Et puis autour, ça agrège des récits sur l'Afrique, vous avez raison. Là, moi, j'aimerais avoir une nouvelle mozambicaine, enfin, vous voyez. Et on a eu aussi, bien sûr, des nouvelles en créole. Donc, et des nouvelles en russe. Et alors ça, c'était assez particulier, la nouvelle en russe dans le numéro 7. Dans le numéro 7. Alors pourquoi ? Parce que André Pangrani est allé en Russie à la fin de sa vie et est mort, hélas, là-bas. Et on va le voir aussi, on a parlé des mandingues une fois dans ces ouvrages-là, je crois. Des mandingues. Non, je ne m'en souviens pas, des mandingues. C'est tout ce qui est Sénégal, j'allais dire tout ce qui concerne une partie de l'Afrique. Une partie d'une ethnie africaine. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs récits qui se situaient en Afrique, effectivement. Et c'est pour montrer aussi, quand on dit Cagnard, et quand on parle de... C'est vrai qu'on ne regarde pas la différence, on regarde toujours ce qui se ressemble. On a du mal à regarder la différence. Et qu'est-ce qui explique que dans Cagnard, les gens aiment se retrouver parce qu'ils sont différents ?
Vous voulez dire parce qu'ils sont ils ont une écriture différente, voilà. Ils ont des références différentes. Ouais. Ben, je crois que je crois que les gens se retrouvaient là parce que c'est un peu un état d'esprit. Il y a des couvertures qui viennent un peu de la BD. Vous voyez la couverture, je ne sais pas où est la caméra. C'est bon, c'est bon. Voilà, le numéro 7, c'est ouais. une auteure, une dessinatrice de La Réunion, et donc ces couvertures. Elle travaille aussi pour le Cri du Margouillat, elle travaille aussi à la BDR, elle a fait une résidence d'artiste. Et donc voilà, les gens aussi aiment être sous ces couvertures comme ça. Et il y a un rappel de couverture. Dans celui-là, il tient la couverture de l'autre. Voilà, vous avez des rappels comme ça. Et celui-ci tient cette couverture-là. Ah, c'est l'autre, pardon. Voilà. Voilà. Mais je ne sais pas si on va garder ce fil conducteur qui, moi, me plaisait bien. Ouais. Mais enfin, on est un collectif pour travailler sur ce livre. Et c'est Obopoc, justement, dessinateur du Cri du Margouillat, qui fait aussi la maquette du Cri du Margouillat et qui fait cette maquette. Donc, c'est lui qui va décider. Oui, parce que là aussi, elle lit un cagnard. Hein, là, voilà, elle lit ce cagnard-là. Voilà. Elle lit ce cagnard-là, et là, il lit ce cagnard-là. Voilà, c'est ainsi de suite. Ouais. Alors moi, ce que j'étais pas habituée à cette écriture de Emmanuel Janvrin sur la sirène de Saint-Gilles. Ça m'a un petit peu surpris, parce que j'avais l'habitude d'une autre écriture qui le concernait. Et là, j'ai trouvé vachement... Parce que le contexte, je pense que le cadre lui permet d'aller dans cette écriture-là. Oui. Alors, vous savez, Emmanuel Janvrin, qui faisait du théâtre, c'est ça que vous connaissiez, bien sûr. Mais... il s'est mis justement à la nouvelle, à l'écriture de la nouvelle, donc cette forme courte, comme ça, très dense, très ramassée, avec une petite intrigue, peu de personnages, etc. Pour justement, pour Cagnard, c'est à la demande d'André. Oui, d'accord. Et ça a été un lancement pour lui extraordinaire, puisqu'après, ça lui a donné envie d'écrire un roman. C'est-à-dire qu'il s'est mis à la forme narrative, il est passé de la forme théâtrale à la forme narrative, mais vous remarquerez qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de discours directs dans ses nouvelles. Et son dernier livre, je l'ai reçu sur ce plateau, c'était quoi? Rappelez-moi le titre de son dernier ouvrage. Alors c'était Sabena. Oui, Sabena. Sabena voilà. Qui est sorti chez Gallimard. Ah oui, il a été pris chez Gallimard, c'est grâce à Cagnard. Mais vous savez, il y a d'autres auteurs qui se sont lancés vraiment avec Cagnard. Vous prenez Vincent Constantin qui écrit en créole, et maintenant il est chez Poisson Rouge. Oui. Il y a beaucoup d'auteurs qui... Je voulais juste rappeler que Sabena, c'est le nom d'une compagnie aérienne belge, et que c'est l'histoire d'un pont aérien qui a été mis en place entre Fort-Dauphin et... Majunga. Majunga et les Comores pour transporter 3000 Comoriens. Qui étaient victimes d'une forme de génocide à Majunga. Une histoire peu connue, mais dont les habitants de Majunga, dont j'ai oublié d'ailleurs le nom, comment dit-on, les habitants de Majunga, se souviennent. C'est une douloureuse histoire. Et il y a des gens à Mayotte et aux Comores qui s'appellent Sabena, qui se disent Sabena. Donc, et qui parlent d'ailleurs le même malgache que à Majunga. On retrouve les deux langues parce que à Mayotte, ils parlent deux langues, le shimaoré, le maoré, et cette langue malgache qui se retrouve. Donc on est surprise quand on entend du sakala en plein milieu de... c'est surprenant. Bien voilà, donc vous voyez là justement, c'est ce qui fait que Emmanuel Janvrin a pu éditer 2 romans chez Gallimard et on prépare un autre bien entendu. Et dans le numéro 8, on aura une nouvelle très intéressante. Je ne dis pas sur quoi ça porte, mais très, très amusante et très, très, très vive aussi. Et donc ce numéro 8 accueillera donc Emmanuel Janvrin. Est-ce qu'on a des nouveaux qui rentrent dans ce... Oui, alors vous voyez quand même, justement, dans le dernier numéro, il y a dans le numéro 7, dont on parle, il y a Estelle Coppolani qui est rentrée, qui fait de la poésie. C'est une
une étudiante qui est en train de terminer sa thèse à Paris, mais elle est là actuellement. Et vous avez aussi Nathalie Hermine qui est rentrée également, qui écrit depuis assez longtemps puisqu'elle avait gagné un concours du conseil du département, et qui va publier un livre là bientôt de nouvelles aux éditions Poisson Rouge. Jocelyne Leblaise qui est rentrée aussi l'année dernière pour ce numéro 7, qui a écrit Fenêtre sur l'océan. C'est un livre sur les Italiens qui ont construit le tunnel. La route du littoral. Voilà, la route du littoral. C'était les ponts là. Alors, les ponts. Il y a eu les Italiens. Alors, on appelait ça les. Ah, j'ai oublié. Je vais essayer de me retrouver leur nom, mais effectivement, il y a des Italiens qui ont travaillé sur les ouvrages. Et puis alors, on avait aussi Monique Mérabé. Vous voyez, il y avait beaucoup de nouvelles autrices ou auteurs, écrivaines, disons, qui sont rentrées sur ce numéro 7. Monique Mérabé qui écrit aussi des haïkus et qui est connue à La Réunion. Elle a écrit Souvenirs éparses de ma mère, sur l'histoire de son grand-père sur lequel elle a fait des recherches, elle aussi, qui était mort à la guerre. Elle a fait des recherches. Il y a Stéphanie Rivière également, qui est rentrée l'année dernière dans le numéro 7, qui avait écrit une sorte de réécriture d'un conte assez déjanté. Et puis, voilà, il y a les auteurs qui sont connus à La Réunion. Nathalie Valentine Legros. Qui travaillait à la mairie du port. Oui, et qui s'occupe de Cette lame la mer. Julie Legrand, qui est maintenant depuis un certain temps dans Cagnard. Et qu'on a reçu aussi, je Voilà, qui fait. Voilà. Vous voyez, je ne parle pas de tout le monde, mais vous voyez, et dans le numéro 8, on a encore d'autres écrivains de La Réunion qui vont rentrer. Alors, on a un malgache qui s'appelle Johar Ravaloson, je prononce mal probablement, qui s'occupe aussi de Lettres de Lémurie et qui nous a envoyé une nouvelle que je trouve très, très intéressante, très, très bien écrite. Et on a... qu'est-ce qui va rentrer encore Enfin bon, vous verrez pour le numéro 8. Sûr. Je voulais qu'on fasse une invitation à ceux qui ont envie d'écrire des nouvelles, à la rigueur, pour rentrer dans Cagnard. Bien sûr, mais vous savez qu'on reçoit pas mal de nouvelles, on en a reçu pas mal. Donc, dans chaque Cagnard, il y a le site qui est donné. Il y a aussi mon nom, je ne sais plus, mon adresse. Voilà, qui est donnée. Et derrière, vous avez où commander, vous avez l'adresse pour commander, et vous avez tous les autres, et même ceux qui ne sont plus, qui ne sont plus édités. Et voilà, vous pouvez imaginer, tout ce qu'on en a une jeune étudiante, et j'espère qu'on va réussir à la caser dans le numéro 8, qui s'appelle Ophélie Sautron, qui aussi vient d'écrire une nouvelle que je trouve très intéressante. Enfin, il y a vraiment beaucoup de... Je trouve que La Réunion est une île d'écriture quand même. Avant on disait c'est la Réunion des poètes, mais poète ça veut simplement dire qui travaille sur l'écriture. Donc c'est la Réunion des poètes, effectivement. Alors moi j'aurais une question pour précisément Agnès Antoire. Cet investissement sur la culture rayonnaise, vous investissez beaucoup sur cette culture rayonnaise. Vous aimez la culture rayonnaise parce que depuis combien de temps vous êtes à La Réunion? Vous êtes déjà une rayonnaise. Plus, parce que vous voyez, si je dis depuis combien de temps, on va savoir quel est mon âge. Et les femmes n'aiment pas dire leur âge. Il y a très longtemps. De toute façon, vous m'avez dit d'être mariée, donc je ne serais même pas. Il y a très très longtemps, j'étais professeur de lettres, j'ai eu des générations d'élèves, bien sûr, d'étudiantes. Et donc, depuis le début, j'étais intéressée par la culture réunionnaise. J'ai connu tout de suite, j'ai été introduite dans 2 associations culturelles réunionnaises. Et je me suis intéressée à la littérature réunionnaise. Je crois que j'ai connu beaucoup d'auteurs, mais je crois que c'est Axel Gauvin qui m'a vraiment plu et donc sur lequel j'ai travaillé, que j'ai fait présenter à mes élèves pour le bac. Donc je me suis intéressée à cette culture parce que je trouve que la langue est extrêmement métaphorique, imagée, et donc la langue me plaît. Et puis j'aime cette l'imaginaire réunionnais. Ne serait-ce dans la construction de la langue, quand on voit le vocabulaire marin, quand on voit le vieux français, quand on voit l'apport des différentes peuples qui sont venus, que ce soit les Malgaches, que ce soit les Seychellois, que ce soit ceux qui sont venus d'Afrique ou d'Asie, on voit que la langue, elle s'est enrichie aussi avec le temps, et que parfois, même nous, on est surpris d'entendre nos parents ou nos grands-parents parler un créole
Oui, absolument. maîtrise pas. Alors nous, pour l'ensemble de la revue, c'est plutôt une langue métissée qui est employée, c'est-à-dire une langue mêlée, un peu comme le faisait justement Gauvin, c'est-à-dire un mélange de français et de créole. Mais si vous regardez, là, on est souvent obligé de mettre un glossaire parce qu'on pense toujours aux touristes qu'on espère, justement nombreux à acheter les livres. Et la revue est offerte, fait partie des cadeaux, des swaps, tout ça, qui s'offrent. C'est pas seulement aux touristes. Je pense que le Réunionnais a tout intérêt à avoir ça dans sa bibliothèque parce que ce sont non seulement de belles histoires, mais ça parle aussi de l'océan Indien, de la Réunion. Ce sont des références et en plus, il y a de plus en plus d'auteurs ou d'autrices réunionnais qui travaillent dans ce sens-là. Et ça, c'est une bonne chose. Bien sûr. Et justement, là, le 8 mars, c'est la journée des femmes. Oui. Et je trouve qu'on a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'écrivaines, beaucoup d'autrices à La Réunion et qui sont de grands talents. Je pense à Monique Séverin, qui n'a pas encore intégré Cagnard, mais peut-être. Mais vous voyez, il y a beaucoup d'autrices à La Réunion. Et une sensibilité, parce qu'il y a une profondeur, il y a aussi un contexte paysager qui favorise l'imaginaire quand même. Il y a une histoire, il y a les différents apports. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Le peuplement réunionnais date de 357 ans, je crois, à peu près, ou 1964 à aujourd'hui. Oui, c'est encore court pour tout savoir. C'est encore jeune, c'est encore il y a encore je pense qu'il y a encore beaucoup d'histoires à découvrir aussi. Et en plus de tous ces peuples et ces ethnies qui sont arrivés après, qui ont travaillé au fur et à mesure, c'est-à-dire la construction de la Réunion ne s'est pas fait comme ça. Elle n'est pas finie non plus, elle continue. Elle continue à accueillir d'autres ethnies. Que ce soit dans tous les endroits, la construction d'un peuple ne s'arrête jamais, elle est toujours en mouvement. Voilà, et la construction littéraire, puisque moi c'est mon propos, la construction littéraire se fait aussi par strates comme ça, et par étapes, et je trouve que, moi depuis le temps que je suis là, je trouve qu'il y a eu des moments de stagnation, puis ça redémarre, mais je trouve que dans le domaine de la littérature, il faut dire qu'il y a aussi la Réunion des livres qui joue son rôle, mais dans le domaine de la littérature, je trouve que là il y a une émulation intéressante, puisqu'il y a eu plusieurs revues créées après Cagnard. Alors on va nous s'arrêter là, on a déjà dépassé de 2 minutes le temps qui nous est imparti. Merci en tout cas pour cet échange. Merci à vous. Et comme je l'ai dit la dernière fois, quand vous voulez, vous revenez. Ça sera avec le numéro 8. Avec le numéro on vous 8. Attend. Oui. On verra un petit peu aussi les différents auteurs. On verra un petit peu ce qu'il y a dedans. L'occasion de voir que ça foisonne à La Réunion et dans l'océan Indien et que le vivre ensemble est bien plus grand qu'on ne peut le penser. Et pourrais-je ajouter quelque chose dont j'ai oublié de parler? C'est que le 20 mars, c'est le printemps des poètes et on est invité dans les jardins de la médiathèque du port. La bibliothèque Say. La bibliothèque Say, voilà, pour présenter Cagnard, faire des lectures et rencontrer le public. Merci. Merci à vous. Merci à vous deux. On va nous faire une pause. On va écouter quelqu'un qui travaille dans le service à la personne et puis on se retrouve juste après. Quels sont les contrats que vous avez aujourd'hui? Le contrat que j'ai aujourd'hui, j'ai un CDI en tant qu'auxiliaire de vie et j'ai un contrat en tant que femme de ménage. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le contrat en tant qu'auxiliaire de vie, c'est un contrat à temps partiel. Et du coup, ça ne suffit pas en fin de mois. Et donc, j'ai pris ce petit travail à côté pour pouvoir arrondir mes fins de mois. Comment vous vous organisez pour que ça se passe bien? J'ai déposé, un planning de disponibilité en tant qu'auxiliaire de vie dans cette société actuelle. Et du coup, j'ai pris mon lundi après-midi et le vendredi après-midi que je travaille chez l'autre employeur.
Combien d'heures vous faites par semaine? En tant qu'auxiliaire de vie dans cette société actuelle, par semaine, je dois faire à peu près 32 à 34 heures par semaine. Et chez l'autre employeur, je fais 4 temps par semaine. C'est pas trop lourd à gérer? Non, ça va. Ça va. Est-ce que vous arrivez à bien gérer le temps et à garder la bonne énergie justement pour être performante dans les deux travaux, dans les deux métiers? D'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Vu que dans l'auxiliaire de vie, c'est quand même, j'effectue, comme le lundi, j'effectue 2 bénéficiaires dans la matinée. Et après, j'ai mes 4 temps dans l'après-midi chez l'autre employeur. Et ainsi que vendredi. Donc du coup, le planning il est quand même assez léger ces 2 jours-là. Donc ça va, j'arrive à gérer. Comment vous arrangez pour avoir une vie sereine, si on peut dire? Pour avoir une vie sereine, j'évacue quand ça arrive le week-end, le samedi, ou j'ai failli quand je ne travaille pas, vu qu'on est amené à travailler ces jours-là aussi. Et du coup, je vais faire une petite marche dans la forêt, au bord de la rivière, pour évacuer la tête. Travailler le jour férié ou le dimanche? Oui. Comment ça se passe? Le dimanche, chez un bénéficiaire, c'est quand même assez exceptionnel. Ce monsieur-là, il est porteur de handicap, il est dans un fauteuil roulant, qu'il ne peut pas être de l'extérieur de sa maison, il reste à l'intérieur tous les jours. Et du coup, le dimanche matin, le dimanche, je dirais, j'interviens 3 fois dans la journée. Du coup, j'y vais le matin pour lui donner son petit déjeuner. Bien sûr, quand j'arrive, un petit moment de détente, je lui dis bonjour, comment ça va? Est-ce que ça s'est bien passé la nuit? Samedi, est-ce qu'il y a eu de la visite? Juste pour détendre un petit peu. Ensuite, je lui demande combien de tartines il veut. À ce moment-là, je prépare son tartine, son café, et puis je l'invite à table. Ensuite, je vais dans sa chambre pour ouvrir, pour aérer sa maison. Et une fois qu'il a fini, je relave tout et je lui dis à tout à l'heure à 11h. Et à 11h, comme ce monsieur-là, il est placé sur tutrice, et du coup, le dimanche, le CCAS n'apporte pas de repas pour lui. Du coup, on va dans un petit snack bar. Je vais chercher son repas, une barquette pour le midi, une barquette pour le soir. Et à ce moment-là, je prépare son assiette. Je lui ai dit, il vient à table, il mange. Et après, on refait la vaisselle. À ce moment-là, je m'assois un petit peu avec lui en attendant l'heure, parce qu'on a 1 heure de temps matin, 1 heure de temps 11h et 1 heure de temps le soir. Donc, une fois qu'il a fini de manger, je m'assois un petit peu avec lui, on discute. Et après, je lui dis bon après-midi et on se retrouve ce soir. À 17h, je retourne. Là, je demande comment ça s'est passé son après-midi. Est-ce qu'il avait de la visite? Est-ce que la famille est passée? Et ensuite, à 17h, je commence à préparer son repas. Et il vient à table, il mange. Vers 17h20, 17h25, il a fini. Je m'assois un petit peu avec lui, on discute. On parle un petit peu de son vécu, pour faire travailler un petit peu sa mémoire, pour stimuler un petit peu sa mémoire et tout ça. Et après, une fois à 18h, je le mets au lit, je fais le transfert. Et je lui dis bonne nuit, je lui dis à demain. Et je ferme sa maison et voilà quoi. Ce genre de travail que vous faites, comment vous le vivez? Je le vis bien parce que je prends ça comme une mission que Dieu m'a confiée pour rendre ces gens-là heureux. Et du coup, du moment qu'ils sont heureux, je suis heureuse aussi. Alors du coup, je fais mon travail avec plaisir, avec joie, apporter un bien-être à toutes ces personnes qui sont fragiles, ces personnes qui sont dépendantes. Et c'est un travail merveilleux. Franchement, c'est un travail merveilleux. Bientôt, ça va faire 30 ans que je fais ce travail. Donc, j'aime bien mon travail.